Voilà, d'ici, on le voit un peu mieux le bosquet. Ah, tout droit. Bien, je vais profiter de ce petit temps pour faire un petit point sur la méthode de travail que j'ai employée pour retrouver le tracé de la voie romaine. Alors pour rappel, que ce soit clair pour tous, la période romaine, ce n'est pas ma spécialité. Mais je ne pars pas sur rien. D'autres ont déjà travaillé sur le sujet avant moi. J'ai déjà cité le colonel de Morlaix, à qui l'on doit la carte des voies romaines dans le Bas-Rhin, qui a longtemps été la référence majeure pour ce qui est des voies romaines, mais elle remonte à 1861. Du coup, ces informations datent quand même si elles restent en grande partie pertinentes. Il y a aussi le schéma de Jean-Jacques Hatt qui remonte à 1958 et qui est toujours repris comme modèle de base aujourd'hui. Le tracé que nous sommes en train de suivre actuellement est considéré par l'archéologie comme le tracé de la voie romaine consulaire, jusqu'à preuve du contraire. Mes méthodes de travail sont globalement les mêmes que celles qui furent utilisées par ceux qui se sont jusqu'à présent intéressés au sujet. Et j'ai également suivi les conseils indiqués par Gérard Coulon dans son livre « Les voies romaines en Gaule ». Les observations sur le terrain, les levées de terre dans les champs, les comparer aux cartes anciennes et aux photographies aériennes, voir si la voie ancienne est dans l'ensemble rectiligne ou courbe. Comme eux, j'ai relevé un nombre de lieux-dits qui entourent le site de cette voie considérée comme une voie romaine et je me base sur les découvertes archéologiques confirmant son existence. Pour ce qui est des sources les plus récentes, je me suis appuyé sur les découvertes archéologiques de ces dernières années, que ce soit les fouilles préventives du chantier de Tram à Königshofen, les rapports issus des chantiers de fouilles du GCO ou encore celles qui ont eu lieu à Wiversheim avant la construction de la zone d'activité du Korsberg. Je dis ça, mais les découvertes archéologiques vont devenir beaucoup plus rares à partir de maintenant. Nous n'aurons plus que les indices cartographiques, photographiques et les noms des lieux pour nous donner une direction générale de la voie romaine. Alors, cette méthode n'est pas fausse en soi. Elle donne des indices et une direction générale. De plus, j'avoue que je ne prends pas beaucoup de risques, vu que l'itinéraire Trieste-Tabernet-Argentoratum est attesté de différentes manières, sur la table de Pöttinger et dans l'itinéraire d'Antonin, même si le tracé exact nous échappe et fait toujours l'objet de débats. Pour ma part, mon choix a été de me dire que si cette voie a été si importante, elle a très certainement été utilisée un certain temps et laissé des marques visibles sur le terrain. D'ailleurs, selon Antoine Eng, qui a écrit un article en 1984 sur les voies romaines dans le Korsberg, elle aurait encore été utilisée par les armées du roi de France entre 1630 et 1675. Longue carrière, hein. Et pourtant, elles sont nombreuses les voies romaines encore utilisées de nos jours. Ah, ils sont en train de faucher le maïs. On va faire avec. Nous revoici sur un endroit problématique et ce ne sera sûrement pas le dernier. Il me pose problème parce que c'est une hauteur que l'on peut atteindre après une pente assez prononcée. Alors les Romains, il y a un lapin, un lièvre, pardon. Alors bon, les Romains l'ont-ils contourné comme Maurenberg par le chemin qui va en contrebas ou est-ce qu'ils sont passés droit dessus? Alors si on va tout droit, ce que moi j'ai fait, l'ascension n'est peut-être pas simple, mais c'est pas impossible non plus. On part du pied du Hohenrhein à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. On arrive à peu près ici, donc tout droit. On monte à 214-215 mètres sur 60 mètres, soit une pente de 9%. C'est rude, mais c'est pas insurmontable. Nous voici de l'autre côté. J'ai le chemin qu'on vient de parcourir en face de moi, j'ai le chemin qui nous reste à parcourir derrière moi. De l'autre côté, nous avons donc juste un petit dénivelé. On passe de 214-215 mètres à 207 mètres. C'est bien plus facile. Mais cette simple constatation ne suffit pas. Il faut plus d'éléments. Alors, comme dit, pourquoi pas les photos aériennes? On va pas se mentir, elles sont pas très parlantes. Mais elles laissent quand même des indices. Alors, sur le Maurenberg même, les photos aériennes ne sont pas vraiment probantes. Il faut regarder plus loin sur le chemin et se référer à ces photos aériennes-là. Et là, par contre, c'est plus intéressant. Ici, on voit très bien cette trace laissée dans les champs qui correspond au chemin encore tracé sur la carte d'état-major et qui correspond à une levée de terre tout à fait visible sur place.
Non, non, je vous jure, on la voit. À peu près. Là, si, je vous garantis qu'on la voit. Si on la suit, on se rend compte qu'elle est tout à fait rectiligne. Et jusqu'ici, ne fait pas le moindre virage, ou alors pas trop serré. Pour moi, les Romains ont fait en sorte que la voie passe sur le dessus du Hohenrhein. Après, ce n'est que mon avis personnel, vraiment juste moi. Je ne pourrais pas me prononcer plus avant. La toponymie ne me donne pas plus d'indices. Les vestiges archéologiques sont absents. On n'a rien trouvé en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore fait de fouilles en tout cas. Tout ce qu'on a, ce sont les traces dans ces champs et la logique romaine lorsqu'ils construisent des voies. En attendant, je pense que vous avez remarqué que nous ne sommes plus si loin que ça du bosquet que je vous avais montré au précédent épisode. Et voilà, nous avons atteint le sommet de la ligne de crête que je vous avais montré. Le bosquet est juste derrière vous, vous ne le voyez pas, moi il est juste en face de moi. Et à présent, c'est tout simple, c'est tout droit, d'ici jusqu'à la chapelle, là. Si la section précédente avait déjà disparu, comme on peut le constater sur les prises aériennes des années 1950, cette section-là existe encore au moins jusqu'au ruisseau en contrebas. Après, il faut à nouveau se référer aux photos aériennes des années 1950, à la carte d'état-major du 19e siècle pour attester l'existence d'un chemin, de la carte de Cassini pour confirmer son importance, et de la toponymie forcément, puisque selon le cadastre, le lieu est nommé Breitenweg, le chemin large. Voilà, l'étape a été courte, mais au moins ça nous donne une bonne idée de ce qu'il nous reste à parcourir. Vous avez la chapelle derrière moi, vous avez encore Saverne qui se trouve vraiment, mais de l'autre côté. Vous la voyez pas, mais c'est juste de l'autre côté. Vous voyez juste le château du Haut-Bar vraiment sur la ligne de crête des Vosges. Vu d'ici, c'est quand même un beau panorama. Vous vous souvenez du bosquet que je vous avais montré lorsqu'il était loin à l'horizon? Ben maintenant il est là-bas. Et nous sommes descendus tout droit par le Grossweih ou le chemin herbeux, et nous sommes maintenant ici à la chapelle du Bedburg. La chapelle de Saint-Alban qui est là a d'ailleurs longtemps été l'église paroissiale de Kleingöft et l'église d'un village disparu, celui du Bedburg. Mais ici, c'est avant tout le périmètre de son mur d'enceinte, celui-là, qui va nous intéresser, puisque le mur sud suit parfaitement le tracé direction ouest-nord-ouest du tracé supposé de la voie romaine. Mais là, que ce soit la carte de Cassini ou la carte d'état-major, les deux sont formels. Après, il y a un virage serré qui fait se rejoindre la voie avec l'actuelle départementale 41. Moi, ça me pose un problème. Les virages romains, ils prennent large. Et là, surtout, rien ne vient justifier ça. Il n'y a pas d'obstacle majeur par la suite qui impliquerait un tel virage, si ce n'est une route, la D41, qui n'existait peut-être même pas encore. C'est là que les photographies aériennes des années 50 viennent à peu près à notre secours grâce à un indice. Alors, c'est pas absolu, mais c'est peut-être un indice. Certes, cette photographie ne montre pas un chemin, mais une enfilade d'arbres qui semble suivre un ancien tracé. D'ailleurs, la toponymie, deuxième indice, nomme l'endroit Zwischen der Straße. En français, entre les routes. Ce tracé est admis par Robert Paulen dans sa publication du Pays d'Alsace de 1984, consacrée à Fürschhausen. Sans plus, ça reste le tracé supposé. Comme je l'avais dit, les indices sont devenus plus rares, ce qui fait que le tracé correct de la voie romaine devient plus difficile à définir, en tout cas avec précision. En attendant, pour la prochaine étape, nous allons rejoindre le virage de la D41.